numéro de la semaine de votre magazine Semaine sur vous, un magazine sociopolitique qui permet à nos invités de pouvoir analyser les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Vous savez, Félix Tshisekedi était devant la tribune des Nations Unies. Il a parlé sur des questions qui intéressent comme ça le monde entier, la République démocratique du Congo, surtout sur cette question liée à la sécurité dans notre pays. Et demande de sanctions contre le Rwanda, contre Paul Kagame, qui a toujours été pointé du doigt comme celui, justement, qui crée de tensions, de troubles à l'est de notre pays. Est-ce que cette fois-ci, parce qu'on estime que Félix Tshisekedi en a demandé de trop, est-ce que cette fois-ci il y aura des sanctions contre le Rwanda, parce que ce n'est plus à démontrer que Paul Kagame, c'est lui le sémeur de troubles en République démocratique du Congo, mais certains pensent que c'est une manière comme ça pour la communauté internationale de pouvoir se moquer de la République démocratique du Congo, parce qu'à tout moment, nous demandons des sanctions. Félix Tshisekedi l'a dit, il a rencontré tout le président de ce monde, mais pas de solution. Pour quelle raison? Est-ce que c'est justement la faute aussi à la République de pouvoir à tout moment se plaindre? Est-ce qu'il faudrait changer de discours? Félix Tshisekedi doit-il adopter une nouvelle manière de pouvoir aborder ces sujets? On va réfléchir avec notre invité aussi sur le dossier Jacques Ndala. Vous le savez, sur la toile, il y a eu des réactions de presque partout après les révélations d'une dame se faisant passer pour communicateur du président, communicatrice du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Madame Denise Mukendi, qui a allégué le fait comme quoi Jacques Ndala aurait été violé dans le locaux de l'ANER. Chose que le ministre de la Justice n'a pas apprécié du tout et a demandé des enquêtes à ces sujets. Et il a également, à travers sa correspondance, demandé à Jacques Ndala d'apporter plus de précisions, surtout le rapport médical pour attester réellement qu'il a été violé et ouvrir un dossier justement en justice. Au cours de cette émission aussi, nous allons parler de l'évaluation. Nous allons évaluer les gouvernements. Qui fait quoi au sein de ce gouvernement de Mme Judith Suminwa? On estimait que la femme, Mme Judith Suminwa, devrait être celle-là qui pourrait apporter de solutions face aux problèmes, surtout la famine en République démocratique du Congo, le social des Congolais. Mais à 100 jours, qui a fait quoi au sein de ces gouvernements? Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous à cette occasion, Monsieur Berki Lokale, il est comme ça, cadre du groupe GAEM. Voilà, le nom m'a échappé, mais la signification m'a échappé, mais je sais que c'est le groupe GAEM, c'est un parti politique, enfin, une association, une structure proche au sein de l'UDPS qui a pour objectif de lutter pour le changement de mentalité en République démocratique du Congo. Monsieur Berki, bonjour et bienvenue. Merci, Monsieur Nathan. Bonjour. Je suis très content d'être reçu sur ce beau plateau. Merci. C'est pour moi un grand plaisir et surtout, ça faisait quand même longtemps que j'ai été reçu sur On s'est loupé pendant plusieurs fois, mais là, je me suis dit... parce qu'il y a des questions qui sont extrêmement importantes et l'opinion publique a besoin d'être révélée sur certains points qui sont extrêmement importants, et ces points-là concernent aussi la vie politique de notre pays, la marche de notre pays. Donc il était extrêmement important que je sois sur votre plateau aujourd'hui. Merci beaucoup. GAEM, ça veut dire groupe d'action pour l'éducation des masses. Merci beaucoup. Allez. Pour lequel je suis secrétaire permanent. Très voilà. Bien. Merci beaucoup. Secrétaire permanent du groupe GAEM. Allez, elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Berki Lokale, et ravi de vous avoir sur ces plateaux une fois de plus. Bonjour à tous ceux qui nous suivent maintenant. Merci. On ose croire qu'on passera de très bons moments d'échange, d'analyse de partout où vous nous suivez, ainsi que nous qui sommes sur ces plateaux de CML chez vous. Merci. Très bien. Alors, Monsieur Berki, je vous donne d'abord 5 minutes de pouvoir analyser les discours du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il vous a convaincu cette fois-ci? Est-ce que ça a été rédit du déjà entendu qui n'ont pas, avec le temps, n'ont pas apporté de solution? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que Tshisekedi puisse réadapter ou changer sa manière de pouvoir aborder ces sujets, surtout cette question liée à la sécurité dans notre partie Est?
Bon, moi je pense que le président de la République a été pleinement dans son rôle comme chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions du pays. Il fallait qu'il puisse prononcer les discours dont il l'a fait, parce que, écoutez, tout ce qui se passe dans notre pays du côté Est, c'est extrêmement grave. Et lui, en tant que chef de l'État, il fallait qu'il exprime le vœu de sa population, qui est celui de voir la paix être rétablie dans ce coin du pays, parce que ça fait des décennies. Ça fait des décennies que nos frères de l'Est du pays vivent dans une situation extrêmement compliquée. Alors, vous voulez savoir si cette fois-ci ces discours passera, si les sanctions qu'il a demandées contre les déstabilisateurs que nous connaissons, parce que étant donné que les déstabilisateurs est pointé du doigt, que tous connaissons, il s'agit là bel et bien de Paul Kagame. Alors, vous savez, la guerre qui nous est imposée, c'est une guerre qui est basée sur les massacres, pas seulement les massacres, mais aussi les pillages de nos ressources. Nos ressources ont été pillées, ça fait plusieurs années. Bon, écoutez, le président a exprimé les souhaits ou le vœu de son peuple, qui veut vraiment voir la stabilité être le partage de nos frères et sœurs du côté de l'Est du pays. Cette fois-ci, si les discours passés n'ont pas été écoutés, si les discours passés plutôt n'ont pas été écoutés, et que il y a certains pays qui soutiennent le Rwanda, tous savons, c'est pas un secret des polichinelles. La Libye a été détruite par la communauté internationale, nous devons le dire, et j'assume mes mots, tout le monde le sait. Aujourd'hui, le peuple africain est en train de regretter pourquoi est-ce que ces grands leaders nationalistes africains, pour une partie de sa population, c'était une fête de l'avoir éliminé. Mais ce n'est qu'après, là, en tout cas, en général, la population libyenne est en train de regretter. En particulier, plutôt, la population libyenne est en train de regretter, et en général, la population africaine regrette la disparition de ces grands hommes. Pourquoi toutes les personnes qui se battent pour la stabilité et l'émergence de leur propre pays, surtout qu'ils soient leaders, président de la République, là je parle des présidents de République, nous devons en principe commencer à nous poser ce genre de questions. Pourquoi est-ce que les leaders nationalistes sont souvent l'objet d'un complot malveillant de la part de la communauté internationale? La communauté internationale ne veut pas de la stabilité de notre pays. Kagame est parrainé, nous le savons, par les Français, les Anglais, les Américains, on le sait, parce que le M23 ce n'est qu'une casquette. AFC de Nanga, c'est aussi une casquette. Mais la personne qui nous attaque, la personne qui attaque l'Est du pays, ça fait des décennies, c'est Paul Kagame. Tout le monde le sait. L'ONU l'avait dit, parce que son armée est sur notre territoire. Le rapport Mapping l'a dénoncé. Kagame est en train de piller nos ressources parce qu'il est protégé, il est couvert. Il pille nos ressources sous couvert de la communauté internationale. Alors cette fois-ci, si cette communauté-là internationale n'écoute pas, n'applique pas le vœu de la population congolaise qui ont été avoués par le président de la République, dont je venais de vous dire, parce que le discours du chef de l'État, c'était un discours qui ne parlait que de vœux de cette population qui veut voir son côté Est être stable. Et pas une stabilité temporaire, il faut une stabilité totale. Pas une paix temporaire, mais une paix
totale. On n'a pas besoin d'avoir une paix parce que vous pouvez me poser la question que Félix, quand il est arrivé, il a trouvé tous les coins du pays, tout ça, mais après, Bunagana, je sais que... 4 territoires peut-être que si pas vous, Madame Kadia, vous pouvez me poser cette question. Maintenant, moi, je vous dis, écoutez, on avait ces territoires-là n'étaient pas occupés à l'époque, bien sûr. Au fait, ces territoires n'étaient pas occupés des facettes, mais en interne, ces territoires étaient occupés parce que notre armée était infiltrée. Dans ce pays, nous avions connu des personnes, des militaires avec une nationalité rwandaise occupés des fonctions stratégiques. Alors, qu'est-ce que vous allez dire que ce pays-là, on était déjà infiltré depuis très longtemps. Mais Félix est arrivé, attendez madame, s'il vous plaît. Félix est arrivé, il a pris le pouvoir, il a à la minute détecté la plaie. Parce que vous allez me dire aujourd'hui que il y a certains territoires qui n'étaient pas sous contrôle du M23, mais après un temps, ces territoires-là sont devenus contrôlés par sont devenus sous contrôle de M23. Mais écoutez, à l'époque, nos ressources étaient pillées comme pas possible. Mais c'est le cas aussi. En quoi ça diffère, monsieur Berki? Non, ça diffère. C'est quoi la nuance en fait? Ça diffère. Allez-y, faites les recherches et tapez sur les indicateurs. L'autre fois, il y a le Rwanda qui était compté parmi les premiers pays où les 2 premiers pays producteurs de coltan en Afrique. Mais aujourd'hui, vérifiez les indicateurs, vous allez comprendre que vous allez bel et bien comprendre que ça n'existe plus. Ces indicateurs-là n'existent plus. Mais pendant que les gens prennent nos 4 territoires, ils exploitent comme ils veulent. Et en plus de cela, mais c'est la raison pour laquelle je vous dis... Et fait développer leur pays. C'est la raison pour laquelle je vous dis, non. Et fait développer son pays carrément. Le Rwanda, ce n'est pas un pays développé. Le Rwanda est un pays développé des facettes. Parce que vous n'allez pas me dire que toutes les villes de Rwanda sont des villes développées, sont des villes développées comme Kigali. Non. Nous... le problème est que qu'est-ce que nous sommes en train de faire d'une autre? Le Rwanda ne présente qu'une seule ville dans le monde. C'est la ville de Kigali. Allez-y dans notre ville, vous allez comprendre. Le Congo, il présente quelle ville? Non, mais le Congo a plusieurs villes. Il y a plusieurs villes qui sont construite très belle, avec des belles constructions, une ville développée, émergée. Vous voulez que je vous en cite? La ville de Kolwezi est en train... donc justement, et là il s'agit bel et bien d'une conscience nationale, il s'agit aussi bel et bien d'une certaine capacité managériale de l'un à l'autre. Fifi Masuka est gouverneur de la province du Lualaba et elle est en train de bien faire son travail. Elle le fait très bien. Alors, l'idéal aujourd'hui pour un Congo qui régorge plusieurs minéraux ou ressources minières, monsieur Berki, qui régorge plusieurs ressources minières, monsieur Berki Lokale, est-ce que l'idéal, c'est de se contenter du peu que nous avons ou d'élargir en fait, de viser le meilleur, ça veut dire un développement carrément, plutôt que de dire 4 ans, les territoires n'étaient pas occupés, mais il y avait infiltration. Aujourd'hui, les territoires sont occupés, mais il y a des tendances qui sont renversées, comme pour dire que bien que l'ennemi a infiltré ou a carrément occupé nos 4 territoires, il y a ce qu'on appelle, je sais même pas l'expliquer en fait. C'est ce que je me dis. Est-ce que par le passé, parce que je me dis que quand une maison est sous occupation, quand il y avait des gens qui venaient, qui infiltraient la maison et que ces personnes s'y installent, il y a quand même une différence. Ça veut dire que la situation est nuisible maintenant que la maison est sous-occupée, que quand il y avait des visites, des gens qui venaient, qui partaient.
Non, mais écoutez, cette guerre nous est imposée. Ce n'est pas Kagame qui nous a imposé cette guerre, mais c'est plutôt la communauté internationale. Nous devons le dire clairement, parce que par les passés, on avait des difficultés. Par les passés, vous, en tant que journaliste, est-ce que vous étiez en train de désigner Kagame, que c'est lui le meneur, c'est lui le semeur de troubles et de Mais tout ce que nous faisons, ce sont des actions, M. Berki. Il ne suffit pas de désigner Kagame. Madame Tania, ce que nous faisons là maintenant, les actions qui suivent. Ce que nous faisons là maintenant, nous ne le faisons pas parce que, soit, comment dire, nous le faisons avec des évidences tangibles. Il y a des évidences tangibles qui prouvent à suffisance que la communauté internationale est en train d'appuyer Paul Kagame. C'est la raison pour laquelle on ne l'avait jamais vu s'agiter dans les 2 dernières années. 6 ans déjà depuis que Kagame s'agite. 2024, attendez, 2023, 2000. Mettons 6 ans carrément que Kagame s'agite. Justement, il s'agite, mais il n'arrête pas. Il n'arrête pas de nous attaquer. Il le fait sciemment. Pourquoi? Parce que, il avance parce que les territoires il le fait sciemment il le fait sciemment parce que derrière lui, il y a des gens qui pensent être propriétaires de la République démocratique du Congo. Cette guerre, c'est une guerre qui nous est imposée par la communauté internationale. Je vais vous donner un exemple. Je vous donne une évidence palpable et qui a prouvé à la face du monde que c'est la communauté internationale qui est en train d'appuyer Kagame. L'Union européenne. L'Union européenne a écrit à Kagame, a écrit à la République de Rwanda pour une collaboration des matières premières, les minerais. Quelles sont les matières premières que le Rwanda possède? Le Rwanda n'a aucune matière première. Et donc comment, s'il vous plaît, M. Berki, je vous relance partant de votre analyse, comment aujourd'hui vous comptez mettre fin à cette main rwandaise, la main que le Rwanda a sur la partie est de la RDC, en s'adressant bien évidemment à la communauté internationale, sachant que c'est cette communauté qui est derrière le Rwanda. Parce que on va dire que ça sera des discours qui tombent sous les oreilles des muets, parce que du moment où ils ont leur intérêt dedans, même si vous venez vous plaignez ou vous leur montrez que tel l'autre est en faute, tant que ce sont eux les parrains, comment peuvent-ils apporter des solutions? Non, moi je pense que... Et donc, est-ce que le discours ne devrait pas changer parce que la solution est ailleurs? Moi je pense que toutes ces multinationales qui sont derrière, qui appuient et qui encouragent le régime de Kagame, de continuer à nous attaquer, de continuer à massacrer nos populations. Toutes ces multinationales-là ont compris qu'à un certain moment, il faudrait que ça cesse. Elles sont en train de comprendre qu'à un certain moment, il faudrait que ça cesse parce que on ne pointe, et nous pointons, et celui qui est envoyé, c'est-à-dire nous pointons et les fils et les pères. Vous voyez? Parce que il n'y a rien qui peut mettre fin à cette guerre en dehors de la diplomatie. Retenez ce que je vous dis là. Il n'y a rien qui mettra fin à cette guerre. Ce ne sont pas les armes qui vont faire taire la guerre qui nous est imposée par la communauté internationale via leur acolyte de Kagame. C'est plutôt la diplomatie. Mais comment cela va se faire, M. Berki? Nous avons cette diplomatie. Non, la diplomatie. Vous connaissez bien que c'est cette communauté internationale qui fait la guerre contre la RDC. C'est vrai, il se cache derrière le Rwanda. Mais comment cette diplomatie va-t-elle apporter une solution? Félix Tshisekedi l'a fait pendant presque 5 ans. Hein. Lui-même a constaté que ça n'a pas apporté de fruits. Mais comment il va s'y prendre cette fois-ci? Je crois que la diplomatie de Félix est en train d'apporter des fruits. Hein. Non, mais c'est oui, la diplomatie. On n'a pas de condamnation, encore moins de sanctions contre le Rwanda. Le Rwanda a été condamné à maintes reprises. Mais le sanction Mais c'est ça. Là, nous sommes en train le M23 condamné. Là, nous sommes en train de demander des sanctions. Mais il y a quand même certains généraux au sein du M23 qui ont été condamnés.
Pas seulement au sein du non, mais même au sein de l'armée rwandaise. On a plus besoin. Il y a certains généraux qui ont été condamnés. Oui, il y a certains généraux qui ont été condamnés, qui ont été sanctionnés par la communauté internationale. Mais quels sont les effets maintenant? Les effets, parce qu'ils continuent toujours à atterrir dans nos territoires. Ils continuent toujours à atterrir dans nos territoires parce que il y a un problème lié à la conscience nationale, parce qu'il y a certains Congolais qui sont parrainés aussi par le Rwanda, qu'on se le dise. Quand vous voyez, il y a un fils maison qui coopère avec l'ennemi. Un fils maison est en train de coopérer avec l'ennemi. Ces fils maison-là, tous nous connaissons. Ces fils maison, il y a Nanga, il y a tous ces jeunes-là des PPRD qui sont allés coopérer, qui sont allés faire des courbettes à Kagame pour appuyer les insanités que Kagame est en train de commettre, les bavures que Kagame est en train de commettre à l'est du pays. Et tout ça, c'est au fait le problème lié à cette histoire qui se passe à l'est aussi. C'est aussi, au fait, le problème qui se passe à l'est, voilà. Le problème qui se passe à l'est est aussi lié à l'éducation. À l'éducation, ici, quand je parle de l'éducation, je parle de l'éducation liée à l'amour de la patrie. Je parle à l'éducation liée à la défense de la patrie. L'éducation liée aux valeurs de la République. Nous avons une jeunesse qui n'aime pas sa patrie. Nous avons une jeunesse qui n'aime pas sa patrie. Et cette jeunesse commence du sommet. Il faudrait c'est une jeunesse qui commence du sommet. Est-ce que vous savez que lorsque notre pays est attaqué comme ça, vous savez que le pays est attaqué, mais il y a et les Congolais, certains Congolais qui s'associent à l'ennemi, pas seulement le Congolais, mais il y a aussi certains journalistes qui s'associent à l'ennemi, qui sont en train de propager les informations de l'ennemi. Vous avez déjà vu, est-ce que lorsque vous suivez les informations sur des chaînes ukrainiennes, vous avez déjà vu sur ces chaînes-là faire passer ou propager les informations de la Russie? C'est là que se situe le problème pour les citoyens de l'Est. Écoutez, le fond est là. Le fond est là. Kagame lui-même peut se dire, écoutez, moi, je peux bien sûr, je peux bien arrêter la guerre, tout ça. Mais le problème, c'est eux-mêmes, les Congolais, qui viennent me voir pour que je vous combatte. Mais c'est ça le problème. Mais quand les personnes... Alors, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça pour... peut-être que vous pouvez penser, ou l'opinion publique pourrait penser que j'appuie le fameux dialogue qui a été proposé par Fayoulou, qui pense que c'est au travers de ces dialogues, il faut qu'il y ait cohésion nationale pour mettre fin à cette guerre. Non mais, écoutez, ces fameux dialogues-là pouvaient être proposés par quelqu'un qui est non politique, par exemple. Vous voyez, ça ne pouvait pas provenir d'un acteur politique. Quel est le rôle, écoutez, quel est le rôle que doit jouer l'opposition maintenant? L'opposition, si on était dans un pays qui se respecte, parce que nous vivons dans un pays, nous vivons dans une jungle, un pays comme si c'était un pays qui n'a pas de loi. Lorsqu'il y a des gens qui se permettent de travailler, d'accompagner positivement la vision du chef de l'État, ces gens-là se voient tout permis. Non, ils ne se voient pas tout permis. Ils se voient empoisonnés, bloqués. J'ai des exemples que je vais vous donner après, lorsque nous allons entamer les sujets sur l'évaluation, sur les 100 jours de Mme Souminois. Donc, je vous dis... Est-ce que là, vous êtes en train de donner faute à l'opposition? Je ne donne pas la faute à l'opposition. Nous n'avons pas une opposition républicaine, c'est ça le problème. Nous avons une opposition... en place, nous avons une opposition... déjà fait quoi exactement? C'est quoi je vous dise, attendez que je vous dise une chose, madame. Notre pays, pour le moment, les générations qui sont en train de venir, les générations qui sont en train de monter, les générations qui sont derrière nous, et les générations qui sont derrière, ces générations-là, il faut qu'elles viennent prendre les choses en main. Parce que ce pays est détruit par les politiques. Est-ce que vous voyez,
Comment Kagame, tel qu'il est assis dans son fauteuil chez lui à la maison, dans sa résidence, et il suit aux informations, parce qu'il aime suivre les informations, hein, surtout les informations de la République démocratique du Congo. Ça, c'est vrai. Oui. Et il voit un certain Fayoulou qui demande qu'il y ait dialogue sur la cohésion nationale pour mettre fin à la guerre qui se passe à l'est du pays. Est-ce que pour ramener nos confrères, nos frères, nos amis qui font la courbette à Kagame, pour les ramener à la raison, il faut qu'il y ait dialogue? Combien de fois ce pays a organisé des dialogues? Attendez, monsieur Nathan. Attendez, monsieur Nathan. Combien de fois nous avions organisé des dialogues? Et après, lorsque nous allons organiser ces dialogues, ça sera, on rajoute 2 à 3 ans au président Félix Tshisekedi, et après, ça sera encore le partage du gâteau. Fayoulou peut bel et bien dire que, écoutez, moi je suis le premier à pouvoir chasser Tshisekedi, je ne veux pas demander à ce que j'ai pas besoin, je ne suis pas commandeur de poste. C'est comme ça que, écoutez, tous les politiques disent ça. Tchibala a été en train de le dire par le passé. Mais Tchibala a été repêché en dernière minute. Non, mais je vous le dis. Mais Fayoulou également a constaté que Tshisekedi est en train de mener sa diplomatie qui n'apporte pas de fruits. Fayoulou a condamné le fait que... Qui vous a dit que la diplomatie de Félix n'apporte pas de fruits? Mais on constate, nous avons s'il vous plaît, nous avions une conscience pour essayer de jauger ou de juger ce que Tshisekedi est en train de faire. Nous avons les yeux pour voir, monsieur Berki. Nous avons de l'intelligence pour essayer de comprendre. Tshisekedi a constaté... S'il vous plaît. Oui. Fayoulou a constaté que la diplomatie de Tshisekedi, en tout cas, n'apporte pas de fruits. Il a demandé que le Congolais puisse se mettre autour d'une table, essayer de discuter. Pas de partage de postes, mais on discute un peu simplement pour apporter une solution aux problèmes qu'on a à l'Est, surtout liés à l'insécurité. Mais justement, que chacun puisse apporter quand même une idée. Qu'on fasse quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire face à telle situation? Qu'est-ce que tu sais qu'il doit faire pour que la guerre finisse? On couche tout sur papier, on lui remet et puis il applique, c'est tout. Voilà. Non. Où elle est mal? Déjà, je vous contredis lorsque vous disiez que la diplomatie de Félix Tshisekedi n'apporte pas de solutions. Non. Tout en nous disant que c'est que la diplomatie a apporté. Oui, justement, je vais vous le dire. Tshisekedi arrive au pouvoir, il s'affiche coopératif avec tous les pays qui nous entourent, de gauche à droite. Il s'affiche très coopératif. Il entre en contact directement avec les leaders de ces pays-là, les dirigeants de ces pays, entre autres l'Ouganda, le Kenya, qui s'avèrent agresseurs plus tard. Justement, le Burundi, tout ça. Il entre avec eux. Au fait, ce qui fait la force d'un homme, je vais vous le dire aujourd'hui, ce qui fait la force d'un homme d'État, c'est la diplomatie. Et non la guerre. La guerre ne fait jamais la force d'un homme d'État. Et parmi ces pays, il y en a ceux aujourd'hui, qui sont Poutine s'est retrouvé tout seul. Poutine peut avoir raison de tout ce qu'il est en train de revendiquer contre l'Occident. Mais du fait qu'il a directement touché, il a directement voulu utiliser les armes. Aujourd'hui, il se retrouve tout seul. Parce que l'Ukraine a réagi également. Attendez, si l'Ukraine avait peut-être croisé les bras, les choses ne seraient pas passées. Attendez que je vous dise une chose. Félix Tshisekedi est en train de faire sa diplomatie, mais tout en reconstruisant son armée. Parce qu'il a trouvé une armée découpée. Mais maintenant qu'il est en train de la reconstituer, il est en train de la reconstruire. Il est en train de réaménager, de refonder cette armée. Aujourd'hui, par le passé, oui, on pouvait bien dire, oh non, la RDC, avant que Félix ne prenne le pouvoir, l'armée congolaise était classée 10e, tout ça. Tous ces classements-là... Ça entre dans la diplomatie. Non, je vais vous dire une chose, mais bien sûr, parce que le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a commencé à coopérer, à collaborer. Il s'est affiché... en bon collaborateur avec ses voisins dont je venais de vous citer ici. Qui se sont avérés agresseurs plus tard. Et après, pour mieux dénicher ou détecter son ennemi, il faut l'approcher. Il faut l'approcher. Il faut discuter avec lui. Il faut les lire. Vous les lisez, vous discutez avec lui. Vous comprenez? Pour
écoutez, même les parents divorcent. Même les parents, les mariés divorcent. Que dire de Félix si il s'est séparé de Kagame et des autres? On s'en fout, mais... Si là, c'est une question de gestion, monsieur Berki. Il ne s'agit pas, il n'y a pas question de gestion là, il n'y a pas question de gestion, il y a plutôt question d'intérêt. Il vient, il présente ses intérêts, il dit, moi, mes intérêts sont centrés sur mon peuple. Ma population doit vivre extrêmement en paix et totalement en paix. Ces richesses doivent être contrôlées par l'État congolais. Et si vous voulez que l'on puisse partir sur cette base-là, nous allons coopérer. Nous allons coopérer, nous allons organiser une diplomatie bilatérale, nous allons évoluer dans ces sens-là. Si vous voulez ramener des investisseurs, si vous voulez que les investisseurs passent par vous, ces investisseurs doivent venir et investir légalement en respectant la loi de notre pays, la loi liée à l'exportation, la loi liée à l'exportation, mais la loi liée aussi à la production. Venez, nous sommes un pays. Et ils sont là, les investisseurs? Non, ils sont... Comment moi, je vous parle de la manière dont Félix était en train de négocier avec Kagame, quand il parlait avec Kagame au début, juste quand il a pris le pouvoir, tous, nous savons que Félix a fait plusieurs fois le Rwanda. Kagame aussi a traversé chez nous. Vous voyez? Alors on se disait que, en tout cas, cette fois-ci, il y aura une paix durable. Mais Kagame, derrière tout ça, il y avait une hypocrisie. Kagame affichait une hypocrisie. Et que pour lui, il voudrait continuer et à imposer sa mainmise sur la RDC en prenant Félix, bien sûr, pour quelqu'un qui pouvait manipuler facilement, alors que c'est le contraire. Vous comprenez? Ce qui fait la force d'un homme d'État, d'un président de la République, ce n'est pas le recours aux armes. Ce qui fait la force d'un homme d'État, d'un chef d'État, c'est la diplomatie. Et c'est ça que Félix est en train de faire. Je crois que son discours va pouvoir apporter des fruits. D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les autorités censées ramener la paix dans ce pays, M. Berki, seraient en train d'opposer aussi un mauvais diagnostic? Voilà pourquoi les résultats est fauché et que la solution n'est toujours pas trouvée. Non. Vous savez, il y a un sérieux problème. Les pays qui nous entourent, ce sont des pays qui nous affichent une hypocrisie terrible. Vous voyez, vous aviez vu le Kenya qui a autrefois qui s'est affiché coopératif avec nous, mais après un temps, vous aviez vu avec l'actuel président de la République, William Ruto, qui nous affiche un comportement... Donc, un comportement lié au mauvais voisinage, quoi. Vous voyez. Mais justement, c'est parce qu'il a bien dit, ce sont des Congolais qui disent que cette affaire de M23 leur concerne. C'est William Ruto qui n'a fait que relayer le propos de certaines autorités avec qui ils ont discuté, ils ont eu des discussions. Non, écoutez, William Ruto est en train d'appuyer Kagame. Il appuie dans le sens où, parce que Kagame insiste sur les FDLR, il pense que les FDLR continuent à attaquer le Rwanda. À attaquer le Rwanda et que les FDLR sont appuyés par l'État congolais, tout ça, mais après des enquêtes minutieuses, les FDLR n'existent pas. Les FDLR n'existent plus sur les territoires de la République démocratique du Congo. Mais il y a une partie de la communauté internationale qui insiste aussi et qui appuie la raison que Kagame est en train d'avancer. Sur le plan diplomatique, il y a retournement. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, cette histoire de guerre, moi, la proposition que je vais faire là maintenant, c'est que toute la population doit apporter sa main à cette pierre. Vous voyez, pour que cette guerre puisse prendre fin. La population, toute la population doit apporter une pierre de contribution à cet édifice. Et cet édifice-là, c'est la recherche de la paix. Vous voyez,
Félix a toute la bonne foi du monde. Il peut avoir toute la bonne foi du monde. Mais si jamais il y a des Congolais ici, chez nous, là, à Kinshasa, au Parlement, au Sénat, qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, nous allons avoir des sérieux problèmes. Très bien, nous allons avoir de sérieux problèmes. Nous allons aborder la troisième thématique. C'est là où vous allez nous expliquer, où vous allez nous citer, comme vous l'aviez promis, le nom de ceux-là qui ne veulent pas accompagner les chefs de l'État pour réaliser sa vision selon vous. Allez, justice, dossier Jacques Ndala. Monsieur Berki, nous avons tous appris à travers les réseaux sociaux de déclarations venant de la part d'une dame. Et Jacques Ndala confirme le fait. Le ministre de la Justice est saisi de ce dossier et demande l'ouverture en justice des enquêtes. Et du coup, il a besoin, il demande également à Jacques Ndala d'apporter de preuves, un document médical qui atteste qu'il a été réellement sodomisé, qui a été réellement violé. Comment analysez-vous ces sujets? Non, moi je pense que l'État doit être dans son rôle. Ici, l'État est représenté par le ministre de la Justice, qui est pleinement dans son rôle, qui est celui de dénicher les problèmes à la source et puis trouver des solutions. Mais moi, je ne peux jamais accepter, en tant que Congolais, je ne peux au grand jamais accepter et appuyer les propos de cette dame-là. Pour moi, c'est, je ne sais pas si elle a un problème mental, tout ça, je ne sais pas. Mais je ne pourrais jamais accepter qu'une dame puisse prendre un appareil d'une intelligence sécuritaire en otage. Et c'est là que je me pose des questions. C'est là que moi je me pose des questions. Est-ce que vous pensez que, combien même que vous pouvez être puissant ou puissante, vous pensez que vous pouvez manipuler un appareil de sécurité comme celui de l'ANER, donner des injonctions à cet appareil pour poser cet acte ignoble, cet acte, donc cet acte inhumain vis-à-vis d'un compatriote? Je pense qu'il y a quand même beaucoup de questions qu'il va falloir à ce qu'on se pose. Même si elle pouvait les dire sur la toile, elle pouvait chanter sa victoire, soi-disant que c'est elle qui est parvenue à commanditer cet acte-là inhumain. Mais moi, je pense ici qu'il est temps que le président de la République puisse... au fait, vous savez, il y a un problème. Je vous l'avais dit une fois sur votre plateau, qu'il y a une largesse autour des gens qui entourent les présidents de la République. Et ils pensent qu'ils sont en train de rendre son pouvoir très très fort. Mais pendant qu'ils sont en train de l'affaiblir, ils sont en train d'affaiblir le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Parce que là, par rapport à ce qui se passe, cette histoire de Jacques Ndala est en train de ternir l'image de notre pays. Ça ternit l'image de notre pays. Alors, le président de la République doit sortir de sa casquette d'être un bon père des familles, un bon père, parce qu'un bon père... Écoutez, lorsque vous êtes... Ici, je vous parle comme étant expert en éducation. Vous voyez, lorsque vous pensez aimer quelqu'un, si vous remarquez qu'il est en train, qu'il commence à déraper, il faut sanctionner. Très bien. Qui aime bien châtie bien. Voilà. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans une situation, notre pays se retrouve dans une situation qui n'avait jamais existé auparavant. Qui n'avait jamais existé auparavant. Et l'opinion publique attend de Félix Tshisekedi des sanctions contre toutes ces personnes. Alors entre autres les détournements, entre autres les détournements. Pas seulement les détournements. Le non-respect de la loi. Nous vivons dans un pays, on dirait que c'était une jungle, oh papa, oh mamando, qui n'est à Far West. Donc chacun fait sa loi, tout ça.
Je crois que le président de la République a besoin des techniciens à côté de lui parce qu'il a confié une mission à Mme Souminois. Mme Souminois devra obligatoirement mettre en application cette mission. Cette mission, premièrement, elle doit se sentir dans la casserole des Congolais. C'est ça le problème. Dans l'assiette des Congolais. Ça doit être la première mission. Et la deuxième mission, ça doit tourner autour de respect des lois. Chabani Loko qui est en train de faire un grand travail parce que, écoutez qu'on se le dise, hein, le ministre de l'Intérieur. Oui, les vice-premiers ministres de l'Intérieur. Il est en train... il y a eu des éminents professeurs qui sont passés sur ces postes-là, qui n'avaient jamais marqué les emprunts comme ça. Il faut féliciter Chabani Loko parce qu'il est arrivé directement. Il lance une campagne sur Totosa Mibeko. Quel est ce pays qui s'est vu émerger? Quel est ce pays dans le monde qui s'est vu se développer sans que sa population ne respecte la loi? Jamais. Ça n'existe pas. D'abord les autorités, hein, je suis en train de rappeler. Voilà. Bon, maintenant, lorsque vous vivez dans un pays, vous êtes dans une maison. Vous êtes dans une maison et que le plus petit remarque que les grands frères sont en train de se comporter comme excusez-moi, les grands frères sont en train de se comporter, les grands frères ne rentrent que tard à la maison, des grandes sœurs la même chose, mais les petits qui sont en train d'arriver, ils vont faire quoi? C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans un pays et que nous voyons nos autorités ne pas respecter la loi, la population, qu'est-ce qu'elle va faire? La population va emboîter les pas. Alors, monsieur Barki, parce qu'on était en train de parler de cette affaire de... Vous voulez que je vous donne un exemple? Sur le boulevard, nous sommes tous dans les embouteillages. Nous voyons qu'un ministre, qui emprunte l'essence contraire. Et vous les remarquez tous avec moi que par moment, les paisibles citoyens, les paisibles citoyens et les motards s'engagent derrière le cortège du ministre pour que les passages leur soient libérés. Vous voyez. Mais M. Barki, parce qu'on est en train de parler de cette affaire en justice, cette dame qui s'est fait passer pour communicateur avec son collègue, hein, qui insulte à travers les réseaux sociaux, communicateur du chef de l'État, mais on ne constate pas un communiqué de la part de la présidence de la République, toute une institution pour condamner et informer l'opinion congolaise que cette dame-là n'a jamais été mandatée pour communiquer pour le compte des chefs de l'État. Ça, c'est de 1. Et de 2, on ne constate pas également des arrestations, parce qu'il fallait qu'il y ait des arrestations, parce que les interpellations au sein de l'ANAM ne s'arrêtent pas avec Jacques Ndala. Ça va continuer. Un jour, ça pourrait être M. Nathan, comme M. Berki, pourquoi pas citer Mme Tania, qui peut-être nous serons un jour arrêtés à l'ANER. Mais si cette affaire ne prend pas fin, nous serons également victimes de ce viol. Mais pourquoi il n'y a pas eu interpellation ou alors voir les services faire des communiqués pour dire que ces dames ne sont pas en contact avec elle et il faut l'arrêter le plus vite que possible? Je crois que là, c'est vraiment une très belle question. Hein. C'est une très belle question. Et c'est là que je venais de vous dire, il faudrait que le président sorte de sa casquette d'être un bon père, un bon parent de famille. Mais tout simplement, il faut pas voir le président, il faut que chacun puisse jouer sa partition à son côté. C'est ça que je vous dis, je suis en train de vous dire, là il y a un problème de casting, c'est-à-dire les gens qui ont... Je venais de vous le dire tout à l'heure, Madame Tania, M. Nathan, je venais de vous le dire tout à l'heure, qu'il y a un problème de casting des gens qui sont tout autour du président de la République. Il n'y a pas ce qu'on appelle la promptitude. Il n'y a pas l'intelligence des situations dans les têtes de certaines personnes qui entourent le président de la République. Une situation comme ça, quelqu'un qui est en train d'insulter, quelqu'un qui s'est dit, qui se qualifie pour une reine de la République au nom du président de la République, et que ces services de communication ne savent pas réagir avec une promptitude. Non, mais jamais. Mais c'est là que nous sommes en train d'interpeller le président de la République de pouvoir. Le président de la République doit prendre toutes les dispositions. Cette fois-ci, lorsqu'il cherche à aménager son cabinet, il y a un problème.
il y a un sérieux problème. Il y a des gens qui insultent, qui utilisent les réseaux sociaux pour insulter, et les histoires qui sont en train de sortir de leur bouche, c'est des insanités qui construisent, qui ternissent l'image des marques. Pour le moment, notre image des marques, c'est le président de la République. Et donc, ne serait-elle pas bénéficiaire, on va peut-être essayer de réfléchir comme ça, d'une protection quelconque? Voilà pourquoi elle se permet de parler sans frein et dire d'ailleurs que le gouvernement me donne de l'argent, je veux traquer telle personne, je veux la ramener. Moi je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'un gouvernement respectueux comme celui de Madame Soumine un peu s'emballer dans des comédies. Ça, c'est une comédie. Je ne pense pas aussi que... Dire pour certaines personnes, j'ai carrément arrêté parce que... Est-ce que vous savez que le président de la République est une institution? La personne du président de la République est une institution. Donc, le président de la République mérite... Le nom du président de la République mérite un total respect. Le président de la République est... En tout cas, de tous les présidents qui sont passés à la tête du pays, il est le premier à être insulté tous les jours. Sur des plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'il n'y a pas de sanctions. Et il y a des gens qui sont en train d'insulter au nom du président de la République. Même lui, là, nous savons qu'il a... Qui ne sont pas inquiétés. Au fait, le président, il a ce qu'on appelle... c'est quelqu'un qui a de l'humanisme. Je ne peux jamais accepter et je ne pourrai jamais, et je ne pense pas que cette histoire peut passer comme ça sans qu'il y ait des sanctions. C'est la raison pour laquelle le ministre de la Justice a récupéré la situation. Il a pris ça en main. Il a pris ça en main, il est pleinement dans son rôle. Donc ici, le ministre de la Justice a récupéré la chose. C'est pour prouver aussi à la face du monde que l'État congolais ne tolère pas n'importe quoi. Que le gouvernement ne s'est pas tué face à cette situation. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous condamnons sur ce plateau le fait que les Congolais sont malmenés, sont violés à la nerf, parce qu'on estime que quand vous êtes entre les mains de nos services, quand vous êtes entre les mains de la justice, de la police, on estime qu'on est en sécurité. Mais comment ces services peuvent commencer à violenter le Congolais de cette manière, chose que nous condamnons, si réellement cela est vrai, parce que nous attendons, il y a des voix qui s'élèvent pour confirmer ces faits, mais nous attendons avec le dossier Jacqueline Dala qui pourrait en tout cas donner de la lumière à ces sujets et savoir qui sont le commanditaire de ces actes en présence de Makala, parce que la crainte est que un jour c'est Nathan Kianza qui sera arrêté et qu'il soit également victime de ce viol. En tout cas, nous ne voulons pas, nous condamnons fermement. Nous le condamnons fermement, M. Nathan, mais on ne veut pas que cette situation soit aussi une récupération pour les opposants qui n'ont que ça à faire. Très bien. Merci beaucoup. Il faut qu'il y ait justice pour que les opposants ne disent pas que la justice n'est pas partiale. Merci beaucoup. Évaluation du gouvernement. C'est là où il y a le problème. 100 jours là, après... Vous n'avez pas répondu, M. Berki. Vas-y. Très bien. Alors j'étais en train d'écouter la question. Bon, j'étais en train de dire. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais vous répondre. Très bien. J'étais en train de dire évaluation du gouvernement 100 jours après. C'est là où il y a le problème. Les Congolais, au-delà de tout ce qu'on raconte, les Congolais veulent manger. Honnêtement, les Congolais veulent boire, les Congolais veulent se vêtir, les Congolais veulent travailler et être payés. Mais pourquoi cela ne marche pas en République démocratique du Congo? Madame Judith Soumino a promis 6 millions d'emplois, je crois, en 5 ans. Je crois. 6 et quelques millions d'emplois en 5 ans. Est-ce qu'elle sera capable, comme ça, de le réaliser en 100 jours seulement? Est-ce que le Congolais a pu manger même un arête de poisson dans son assiette? Est-ce que le Congolais a pu avoir, ne serait-ce que une cuillerée de riz dans son assiette et manger avec de l'huile de palme comme on a l'habitude de le manger tout le jour? Monsieur Berki, vous avez la parole. 100 jours après, ce gouvernement vous a-t-il convaincu? Merci de la question si pertinente. Et il faudrait que je réponde pertinemment parce que c'est une question qui intéresse à 90%, même à 100% l'opinion publique.
Les 100 jours de Madame Souminois, comment est-ce que moi je les définis ici? Au fait, dans d'autres secteurs, les 100 jours ont été très positifs. Quels sont ces secteurs? Pour certains secteurs. Allons-y avec précision. Voilà, pour certains secteurs, je vais vous les citer. Dans le secteur de la justice, je crois que Madame Souminois peut s'en féliciter parce que elle a eu un pion qui est en train de redynamiser aujourd'hui l'appareil judiciaire qui a connu beaucoup de problèmes par le passé. Vous savez, quand vous écoutez, vous entendez Constant Mutamba, le ministre d'État de la Justice, en train de dire sur 100% des cas qui se trouvent, 100% des cas des prisonniers à Makala, il y a au moins 85% qui sont prévenus. Comment vous allez vous féliciter d'une justice comme ça? Donc, la justice était pourrie. Imaginez-vous, sur 100% des cas des prisonniers à Makala, 85% sont des prévenus. Et vous vous dites qu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui cherche à s'opposer aux différentes réformes que Constant Mutamba est en train de proposer. Vous voyez que, écoutez, il y a tout un réseau de mafieux qui ne veulent pas à ce que ce pays puisse avancer. Très bien. Parce que au fait, c'est quelqu'un qui se bat pour défendre valablement les valeurs de la République, pas seulement défendre valablement les valeurs de la République, mais accompagner positivement la vision du chef de l'État. Vous et moi avions vu ce qui a suivi après. C'est le combat, le Conseil supérieur de la magistrature qui est en train de combattre. Il a été testé positif au poison. Vous voyez, donc toutes les personnes qui vont se battre, qui se tiennent debout pour se battre afin de ramener notre pays sur les rails, ces personnes-là se sont toujours vues combattues. Très bien. Après Constant Mutamba, la deuxième personne, le deuxième secteur qui a marché. Le deuxième secteur, pour moi, l'autre secteur, pour moi, qui a marché dans les 100 jours, c'est la promptitude avec laquelle le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Loko, est en train de relever les défis qu'il a trouvés dans ces secteurs-là. On ne pourra jamais parler d'une police sérieuse, d'un OPJ sérieux, si cet OPJ est en train d'entendre un accusé ou un plaignant, ok, un accusé ou un plaignant sur un casier, tout en étant assis sur un casier. On ne parlera jamais d'une police sérieuse dans ce sens-là. Nous connaissons l'état dans lequel se trouvent nos souciats. Déjà là, c'est loin. Ça, c'est un autre aspect parce qu'il est en train de redynamiser la police, bien sûr, dans une très franche collaboration avec le général Alonga Boni. Le général Alonga Boni se trouve être parmi les francs collaborateurs du ministre de l'Intérieur et qui accompagnent les ministres de l'Intérieur. Bon, mais maintenant, on était en train de vivre dans un pays où le non-respect de la loi était notre vécu quotidien. Qu'on se le dise. Le non-respect de la loi était devenu un vécu quotidien de Congolais. Le Congolais ne respectait pas la loi. Et ça se voit. Et c'est tous les jours. Et le Congolais le Congolais a déjà naturalisé. Le Congolais a déjà naturalisé la bêtise. Donc pour le Congolais, la bêtise est déjà devenue une loi. Vous voyez? Et avec le BVP, ici, je vous parle comme étant Gayem. Gayem qui est un cadre d'échange
des discussions, de réflexions, mais aussi des propositions. Et là, ce sont des propositions que nous sommes en train de faire, parce que tous les efforts que Souminois va vouloir fournir pour mettre en application tout ce qui s'est confié comme mission, je vous dis, si la masse n'est pas éduquée, toutes ces missions-là seront nulles. Très bien. Entre-temps, vous pensez que c'est la première ministre qui mérite sa place? Non, mais elle a une promptitude louable, parce que de la manière dont elle ramasse rapidement les problèmes qui rongent la société congolaise, il faut qu'on se le dise, c'est quand même une dame qui travaille, mais le problème c'est qu'elle a besoin de bons techniciens. Donc il faudrait carrément changer quelques têtes dans son gouvernement. Il faudrait, il est obligatoirement, donc écoutez, il est urgent. Il est urgent parce que le président de la République avait promis à la population congolaise que les erreurs du passé ne vont plus jamais revenir dans ce mandat. Vous voyez? Alors nous sommes en train de récupérer le président de la République. Nous récupérons ses propres mots. Pour que les erreurs du passé ne puissent plus revenir dans ces mandats et le tout dernier mandat, le chef de l'État doit permettre à ce que Mme Souminois ait de très bons techniciens. Vous voyez, la défense a foutu. Le ministère de la Défense a foutu, a fainéanté. Vous voyez, le ministre lui-même, il a fainéanté, il n'a rien fait. C'est lui qui est plutôt technicien dans ces ministères-là. C'est son adjoint qui est chaque fois sur le terrain. À Dubango, qui est en train de faire un travail de titan. Mais il est aussi combattu. Pour votre révélation, à Dubango est combattu. Et il est combattu par son titulaire. Oh, moi j'en vite. Son titulaire est en train de le combattre. Vous voyez, c'est-à-dire les personnes qui sont tous les jours avec le président de la République, qui sont dans le carré du président de la République, le premier carré du président de la République, ne veulent pas que le chef de l'État puisse réussir sa mission. Il faut qu'il les comprenne. Parce que c'est lui qui est redevable devant la population. C'est le président qui est redevable devant la population. Mais maintenant, il faut qu'il ait des bons techniciens, des personnes, des personnalités qui ont l'intelligence des situations. Très bien. La défense a foutu. Le deuxième secteur qui a foutu? Non, l'autre secteur qui a très bien fait. Bon, l'autre secteur qui a foutu, il y a la jeunesse qui est éparpillée. Donc, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas. Monsieur Berki, disons sur 100%, à combien de pourcents évaluez-vous ce gouvernement de façon générale? Non, mais écoutez, il y a certains secteurs qui se sont démarqués, dont je suis en train de vous citer. Il y a les secteurs de l'agriculture, qu'on se le dise. Mouton Mouchaï, il est en train de faire un bon travail, que les gens ne savent pas comprendre. Il fait un bon travail. Mais lui de même, il est source d'un complot maléfique. Il y a des articles qui sont publiés, des articles montés de toutes pièces, publiés contre lui. Mais il fait quoi pendant que le Congolais ne mange pas le foufou? Il fait quoi pour qu'il soit combattu? Il n'y a pas longtemps que hier, il est allé inaugurer, comment on appelle ça? Parce que moi je ne suis pas expert en agriculture, mais hier, écoutez, dans les soucis dans son souci naturel, parce que c'est quelqu'un qui est du domaine, dans son souci naturel de booster les activités agricoles en RDC, il est parti lancer hier, le 26 septembre, à Banzangungu, dans la province du Congo central. Non, il a déjà fait beaucoup de choses. D'ailleurs, il est en train de militer pour le moment. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Ne me coupez pas la parole. Non, je vous relance. Non, parce que vous me regardez en voulant me couper la parole. Il est en train de militer pour le moment, de rendre son souci majeur, c'est de rendre autonome toutes les différentes provinces de la République en agroalimentaire. Ça, vous allez me donner raison. Dans les années qui viennent, peut-être voire même l'année prochaine, vous allez voir le coût lié à l'importation
sur les histoires, les mpiodi et autres, ces coûts-là vont diminuer. Le pourcentage va diminuer. Le Congolais, lui, il veut sentir ça dans son assiette, comme l'a dit Nathan. Le coût, les lancements, toutes ces choses-là, ok, on l'a vécu, mais pourquoi ça n'arrive pas dans nos assiettes? Non, mais écoutez, maintenant vous devez me comprendre. Est-ce que vous pouvez s'aimer les maïs aujourd'hui et après 5 jours, ça produit? Non, là, on parle de 100 jours et non, mais c'est ça que je vous dis. Vous ne pouvez jamais s'aimer. Vous s'aimez une graine de maïs dans un champ et que... Alors, on va pas déjà dire qu'il a très bien travaillé et tout ça. Il faudrait attendre plus que ça. Il fait un bon travail. Il faudrait attendre que les actions soient palpables. Madame, les actions qui sont pas... Écoutez, les actions dont vous appelez palpables, ça doit être défini par les résultats. Ça doit être défini par les résultats. Ici, je parle des résultats. J'ai parlé des Chabani locaux qui est en train de produire un résultat. Et vous et moi, nous avions vu les Bakankonde qui sont passés par ces ministères. On a vu des Babochab, des éminents professeurs d'université qui donnent cours aux étudiants, mais qui ne savent pas détecter les différentes plaies qui rongent différents secteurs du développement de notre pays. Chabani Loko est arrivé. Il ne lui fallait pas 1 année ou 2 ans pour comprendre que le Congolais, pour que la sécurité soit stable et rétablie, il faudrait d'abord que l'on commence par respecter la loi. Très bien. Et éduquer la masse. Et il y a l'autre secteur aussi qui s'est démarqué. Hein. Il y a un secteur qui s'est démarqué. Terminé par là. Parce que... ces secteurs, c'est l'industrie et les PME. Du ministre Watoum. Vous voulez que je vous dise une chose? Est-ce que vous savez que parce qu'il fait du bon boulot, parce que... Ce n'est pas la continuité de Julien Paloukou. Non, mais écoutez, mais bien sûr, je ne pourrais pas vous dire que Paloukou n'a pas travaillé. Non, non. Je ne vous dis pas que Paloukou n'a pas travaillé, mais lorsque on parle d'un bon travail, c'est-à-dire on sait distinguer et on sait qualifier les capacités managériales de l'un à l'autre. Alors, terminez par là. Le secteur de l'industrie est en train de se démarquer parce que quand on parle d'une bonne gestion au niveau de l'industrie, dans ces secteurs-là, il faudrait rapidement remettre sur les rails les services, les différents services techniques d'appui de ces secteurs, entre autres la NADEC, le FPI, mais aussi, écoutez, est-ce que vous savez que le ministre Watoum a été testé positif au poison? Les meilleurs sont tous testés positifs au poison. Aujourd'hui, il cherche à rendre... Il est en train de se battre. Il a ramené les investisseurs dans le domaine de l'industrie. Parce que, écoutez, ce qui fera la force de notre économie. On peut bel et bien dire des discours. Nous sommes champions dans les discours. On est qualifié. La RDC est qualifiée championne dans les discours. Mais le problème là maintenant, comme venait de le dire M. Nathan, c'est les résultats. Très bien. Alors, ce qui fera à ce que notre économie soit forte, ce qui fera à ce qu'on ne puisse plus encore faire des réunions que nous organisons pour ne rien trouver. Les ministres des budgets, les ministres de l'économie, les ministres du commerce extérieur, ils se sont réunis autour de la première ministre. Ils ont dit, il y a eu des mesures qui ont été prises. Ces mesures ne sont jamais respectées. Est-ce qu'ils descendent dans les supermarchés pour vérifier si ces mesures ont été respectées? Ces mesures n'ont jamais été respectées. Alors, ce qui va faire à ce que notre économie puisse être forte, c'est l'industrie et l'agriculture. Très bien. Merci. Je l'ai toujours dit. Merci. Vous voyez, alors Watoum est en train de faire un travail de titan dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous sentons et nous pouvons dire que nous avons un ministre réellement de l'industrie à ces ministères-là. Merci. Et qui est en train d'abattre un travail de titan. Tous ces gens-là qui travaillent pour accompagner positivement la vision du chef de l'État, ils ne le font pas seulement en accompagnant positivement la vision du chef de l'État, mais ils défendent aussi les valeurs de la République. Ce sont ces gens
que Gayem doit pouvoir accompagner. Pas seulement Gayem, mais aussi la population doit pouvoir les accompagner parce qu'ils abattent un grand travail. Mais écoutez, le ministre Watoun ne va pas rester 100 ans, il ne va pas vivre pendant 200 ans. Monsieur Nathan ne vivra pas pendant 200 ans. Moi non plus, vous non plus. Les enfants qui sont en train de venir doivent trouver, les générations qui viennent doivent trouver un environnement bien assaini dans tous les secteurs. Et c'est ça que nous voulons voir de Madame Souminois. Mais pour qu'elle puisse en arriver là, il la faut de bons techniciens. Très bien. Comme les différents techniciens dont je venais de vous dire, entre autres les ministres de l'Agriculture, Moutombe Mouchaïl, les ministres de la Justice, Costa Moutamba, les ministres Watoun Kabamba de l'Industrie, Chabani Loko qui est aussi pertinemment bien dans son travail. Donc nous devons les dire dans ce sens. Tous les restes des ministres. Dans de 54 ministères, vous n'avez cité que 4. Non, mais écoutez, c'est ça, moi, quand je cite les 4, je les évalue au travers les résultats. Très bien. Mais il y a aussi celui des sports qui fait aussi un bon travail. Très bien, on en parlera prochainement avec lui. Voilà, on en parlera prochainement. Allez, merci beaucoup. Si nous voulons parler de ces différents ministres, on doit également aussi donner la parole aux Congolais, honnêtement. Ceux qui nous suivent, dites-nous, est-ce que vous avez constaté vraiment que le travail était bien fait? Non, mais je représente le Congolais ici, je pense directement au professeur Mukoko Samba. Le professeur Mukoko Samba. Est-ce que l'Itungo le code est quitté la Winzi? Madame Tana, l'Itungo le quitté la Winzi. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de la confiance renouvelée à ce magazine. On est à la fin de cette émission. Monsieur Berki, 1 minute simplement pour la conclusion. Merci beaucoup, ça a été un très grand plaisir d'être reçu, surtout par des journalistes comme vous. Merci. Donc, j'ai toujours été fier de vous et je vous encourage de continuer comme ça, de travailler sans peur ni crainte, parce que de toutes les façons, ce pays n'appartient pas seulement à Vital Kamerhe, ce pays n'appartient pas seulement à Félix Antoine Tshisekedi, ce pays n'appartient pas seulement à Moïse Katumbi, ce pays n'appartient pas seulement à Fayoulou, ce pays n'appartient pas seulement à tous ces acteurs politiques. Vous comprenez? Mais ce pays vous appartient. Ce pays nous appartient aussi. Ce pays appartient aussi aux générations qui sont en train de venir et qui veulent voir leur pays se développer comme la Tanzanie. Leur pays se développer comme la Zambie. Leur pays se développer comme l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Donc, il va falloir que nous puissions chaque fois prendre ce qui se passe dans notre pays au sérieux. J'ai fait un petit clin d'œil au coordonnateur qui a été votre invité l'autre fois, Fierté Dinanga, le coordonnateur du groupe d'action pour l'éducation des masses, pour tout ce qu'il est en train de fournir comme effort pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, parce que cette masse doit être éduquée. Le Congolais n'est pas éduqué. J'assume mes propos. Il faut l'amener à s'éduquer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Berki. Vous êtes secrétaire national de Gayem. Secrétaire permanent. Permanent de Gayem. Oui. À l'image d'Emmanuel Chadari. Secrétaire permanent. Très bien, vous êtes secrétaire permanent de Gayem. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à vous. Et Madame Tania, merci pour la coprésentation. Merci à vous également, Monsieur Nathan. Merci à Monsieur Berki pour la disponibilité. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi. Très bien. Merci beaucoup à Issa Kaz, toujours au four au moulin. Un garçon qui travaille sans se fatiguer. Merci à toi de nous accompagner aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je suis en train de vouloir, moi Nathan Kianza, voir l'enfant de Bahati aller à l'armée, l'enfant de Vital Kamerhe aller à l'armée, parce que le FARDC recrute. J'ai besoin de voir l'enfant de Mbosso aller également s'inscrire à l'armée. J'ai besoin de voir l'enfant de Samadou Kondé à l'armée. Je n'ai pas simplement besoin de voir. Si seulement c'est leur vœu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si seulement c'est leur vœu. C'est la conclusion. Merci beaucoup. Allez, j'ai besoin de voir vos fils au sein de l'armée.
pour que le pays puisse avancer. Le quota, c'est simplement pour le partage de postes politiques. Le quota doit aussi être pour le partage, pour l'armée de notre pays, parce qu'on a besoin que le pays puisse être bien défendu, surtout par de patriotes. Cette émission est finie, on se retrouve le lundi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.